exemplaire par sa moralité. En 1983, il entre au service de Bernard Hinault, chez Renault Gitane. Il ne tarde pas à se manifester. Une première victoire professionnelle lui sourit à Saint-Gaudens autour du Midi-Pyrénées. Hinault comprend qu'il a recruté un élément de valeur. Ici aux côtés de Charles Maté. L'année suivante, il remporte au nez et à la barbe des coureurs de l'Est le Tour de l'Avenir. Indurain figure aussi parmi les vedettes. Désormais, son directeur sportif, Cyril Guimard, le tient en réserve. Il confirme sa valeur de manière absolument éclatante autour du Haut-Var. Il se joue de l'excellent grimpeur provençal Éric Caritou. Une forme qu'il confortera dans Paris-Nice quelques jours plus tard. En 2 saisons, il s'est imposé dans des courses à étapes et courses d'un jour. Au Tour de l'Avenir, il n'apprendra guère plus. Même s'il remporte 2 étapes, dont l'une, un instant échappé avec le Belge Nico Hemmons, il connaît la clé du succès. Il s'est déjà frotté au grand Tour d'Italie. Il sait qu'il peut viser plus haut. Mais Guimard l'incite à ne pas brûler les étapes. Il gagne ici Tarbes-Mauvezin, du Tour de l'Avenir. Là où je me suis aperçu aussi que je pouvais faire de grandes choses avec les meilleurs et régulièrement et souvent, c'est lors du Grand Prix des Nations que j'ai gagné pour la première fois. Donc, parce que le Grand Prix des Nations, à l'époque, c'était 2 heures d'effort environ sur un circuit de Cannes qui était très exigeant. Et donc, c'est la valeur athlétique à l'état pur du coureur qui ressort. C'était, à mon avis, l'épreuve la plus exigeante qui existait au monde. À cette époque-là, 2 heures de contre-la-montre. Aujourd'hui, on ferait ça, on dirait, oh là là. Il prend place parmi les meilleurs Français. Ses prestations victorieuses contre la montre le désignent comme un spécialiste très précieux dans les grands tours. Mais en vérité, sur tous les terrains, on peut s'attendre à le voir triompher. Vous pensez bon? Il a fallu pousser plus longtemps. Il s'astreint à une hygiène de vie rigoureuse. Et le voilà sélectionné au championnat du monde sur route, au Colorado. Après le baiser de Françoise. Dans un premier temps, avec ses amis tricolores, il tente de contrôler la course en faveur de Bernard Hinault. Mais Hinault ne dispose plus de cette puissance extraordinaire qui lui avait permis de semer la terreur certains jours. Motet se sent fort, mais avec Fignon, il est porté en limite de rupture par Moreno Argentine, le ténébreux Vénitien sur les routes montantes du circuit. Il fallait que je change de vélo, donc je m'étais reporté à l'avant du peloton à ce moment-là pour pouvoir changer, m'arrêter au stand et puis prendre un autre vélo. Et au moment où je remonte à l'avant, ça attaque. J'étais le seul Français là, il fallait à tout prix un Français dans cette échappée, donc je suis parti avec cette échappée. Il restait à peu près 80 km de course. Et donc je me suis retrouvé dans cette échappée un petit peu de façon... un petit peu sur un coup du destin, quoi. Et de la chance. Et puis ensuite, ma foi, j'ai pu changer de vélo. Et donc je me suis retrouvé à l'avant avec Argentine. Et c'est vrai que lui, à ce moment-là, il était absolument intouchable. Il accumulera ainsi de nombreuses 2e places. Mais évoquons ses succès. Ici, Châteauroux-Limoges, qui a pris au calendrier la place de Paris-Bourges. Il gagne en solitaire, le Dauphinois Colotti termine 2e. Le Dauphiné libéré, très montagneux en 1987, Motet souhaite l'inscrire à son palmarès. Il lui semble indispensable de contrôler sa condition physique contre la montre et surtout dans les cols. Face à Claverola, Pinsec et Mechler, le Suisse, Motet ne se laisse pas surprendre. Un peu inférieur à Mechler dans les cols, il rétablit l'équilibre par des descentes de grand style. Et ici, alors que Claverola l'emporte à Barcelonnette devant Rutiman, il gagne l'épreuve. Au Tour de France, il se veut prudent. S'il atteint à la plus grande efficacité certains jours, il connaît parfois des baisses de forme soudaines et momentanées. Nervosité aiguë, tension psychologique.
Voilà qui semble retarder son épanouissement athlétique. Cependant, contre la montre, sa concentration est extrême. Et au Tour 1987, il porte enfin le maillot jaune. Prendre le maillot pour moi c'est un rêve de gosse, c'est vraiment formidable. Un maillot jaune dont il s'est emparé au Futuroscope à la 10e étape et qu'il cède le lendemain à Chaumeil au coureur de l'Aisne, Martial Gaillot. Pour 2 jours. Car dans la 13e étape, Bayonne-Pau, Mottet, le buste haut, le regard droit vers la route et l'adversaire s'apprête à reprendre son bien. Un concurrent l'inquiète. Le Nivernais Jean-François Bernard, particulièrement en vert dans ce Tour de France et en cours d'épanouissement accéléré. Ici, Breking l'emporte dans la cité paloise devant Bernard, mais Charly Mottet sait qu'il a retrouvé le maillot jaune. Il tient tête à Duclos-Lassalle, à Claverola, à Roche, dans la montée de l'Uzardiden. Il poursuit à la lettre le programme judicieux mis en place par Cyril Guimard, d'où ont été exclus Tour d'Espagne et Tour d'Italie. Mottet en jaune et au mérite. Cela n'enlève rien à la victoire du Norvégien Dag Otto Lorentzen, tandis que Laurent Fignon prête à Mottet un concours efficace afin qu'il conserve le poste de leader du Tour. Contre la montre, sur les pentes du Mont Ventoux, où Laurent Fignon sombre littéralement. Mottet s'accroche, c'est ici l'éclatement. À l'entraînement, tout allait si bien. C'est vrai que j'avais pris environ 4 minutes d'avance. Et c'est ce qui m'avait permis de porter le maillot jaune pendant 6 jours. Et c'est vrai qu'à l'arrivée à Paris, je fais seulement, j'allais dire, 4e à 6 minutes quelque chose. Bon, oui, il m'a manqué un peu de fraîcheur, notamment dans la dernière semaine de course. C'est vrai que j'étais peut-être aussi un peu jeune à cette époque-là, parce que je découvrais un petit peu le Tour. C'était ma 2e participation vraiment. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que la magie du maillot jaune. Et donc ça, à vivre, c'est quand même assez exceptionnel. J'en garde d'excellents souvenirs. Au Dauphiné libéré, il s'écroule, frigorifié dans la Chartreuse. Il peine à retrouver la grande forme. La course tourne à l'hécatombe au Tour de France et dans les Alpes. Malgré son immense courage, Charly Mottet n'y échappe pas. Il abandonne dans la 15e étape. Amer, il s'empresse de regagner sa demeure pour cacher sa détresse et se confie à son épouse Françoise. Désormais, il lui faut une fin de saison éclatante. Il gagne le Grand Prix des Nations pour la 3e fois et surtout le Tour de Lombardie. Je m'échappe avec Luc Rosen, que je voulais garder avec moi parce qu'il fallait quasiment faire un baraki pour rentrer jusqu'à Milan. Et donc j'avais besoin de lui. Donc je l'avais gardé avec moi. Et on attaque la descente, il crève. Et à ce moment-là, les écarts n'étaient pas très importants. Il y avait à peu près 1 minute 30. Et je me dis, bon, tant pis, je continue. Et j'ai fait les 100 derniers kilomètres tout seul. Et les Italiens avaient été impressionnés parce que je crois que par le passé, il n'y a que Fausto Coppi qui avait réussi à faire... voilà, j'avais essayé de copier Fausto Coppi sans le savoir à l'époque. Il continue à meubler son palmarès. Écarté de certaines classiques en raison de problèmes de santé en 1989, il remporte l'étape du Mont Cassel lors des 4 jours de Dunkerque. Charly Mottet, vainqueur de l'étape. Mottet vainqueur ce soir à Cassel devant des milliers de spectateurs. Il confirme 72 heures plus tard, dans l'épreuve contre la montre du dernier jour, sur le front de mer à Dunkerque. Le grand homme des 4 jours de Dunkerque, c'était lui. Sans contredit.
En 1990, deuxième du Tour d'Italie, il est le seul à accompagner Bugno dans l'école. Il repart pour un tour. Gagnera cette année-là une deuxième classique, le championnat de Zurich. Ici, Bernard Vallet le ravitaille dans le Tour de France. Il est seul. Jusque-là, dans ce tour, on s'est interrogé sur ses capacités de récupération. Il a été défaillant contre la montre à Épinal, mais dans un sursaut d'orgueil, il enlève ici l'étape Millau-Revel. Il sait désormais qu'il ne gagnera jamais le Tour de France, mais d'autres succès lui sont promis. Il revient aux 4 jours de Dunkerque une nouvelle fois en 1991. Il l'emporte devant un certain Laurent Jalabert et le Belge Museux. On retient aussi cette victoire dans la classique des Alpes. Une nouvelle épreuve au calendrier. Une épreuve sélective, échappée en compagnie de l'Écossais Millard et d'Éric Boyer. C'est lui qui a le dernier mot. Une belle saison est entamée qui compte poursuivre avec succès au Tour de France. Je crois que c'est une belle victoire, c'est une première victoire et je crois que la course est vraiment très difficile. À aucun moment vous n'avez douté? Non, non, pas vraiment. En grosse difficulté sur le plan tactique et physiquement, donc tout s'est vraiment très bien passé. Lehmann est en jaune au début du Tour de France 1991. Voici l'étape Quimper-Saint-Herblain. Une échappée se dessine avec Lino, Anderson notamment. On avait roulé très vite des attaques sans arrêt. Et donc, il y a eu un regroupement, mais à 2 km, 1 km. Et donc, moi, je ne connaissais pas l'arrivée. Et il y a un moment, il y a eu ça s'est légèrement arrêté. Et moi, je n'ai pas hésité. Tout le monde a remonté les dents. À l'époque, on avait 12, que 12, et maintenant, c'est 11. Et moi, je suis resté sur le 12. Et je suis sorti. À ce moment-là, j'ai fait mon dernier kilomètre à fond. Et Greg LeMond, qui était dans ma roue, m'a laissé partir parce qu'il n'y croyait plus. Et les sprinters, comme Museux et puis Abdou Japarov, n'ont pas pu revenir sur moi. Et c'est vrai que, alors là, c'est vraiment que l'instinct du coursier. Absolument pas prémédité. Et effectivement, c'est des bons souvenirs. Belle étape. Quimper-Saint-Herblain. Motet a remporté l'une des étapes les plus rapides de l'histoire du Tour. Mais la façon dont elle a été remportée étonne Greg LeMond, toujours maillot jaune. Qui a gagné l'étape? Un LeMond admiratif qui ne cessera pas de les féliciter. Le temps d'un transfert par avion de Nantes à Pau et l'on se retrouve dans les Pyrénées. Pascal Richard et Luc Leblanc jouent les vedettes. Mais Charly Motet, nullement marqué par son effort de l'avant-veille, reste en embuscade. Et le voilà parti. Je gagne à Saint-Herblain et je regagne à Raqqa, où j'étais le seul coureur à ressortir du peloton pour aller rechercher l'échappée où il y avait Pascal Richard et puis Luc Leblanc qui avait pris le maillot jaune. Il effectue une descente à tout casser au col du Somport. Alors que LeMond, avec Cornillet ici, voit s'effilocher son maillot jaune, au bénéfice de Luc Leblanc. Motet se prépare au sprint à Raqqa. Il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Deuxième victoire d'étape consécutive. En 1992, il ne suivra pas la même courbe. Au Tour de France, il se retire dans cette Haute-Savoie où il abrite son bonheur simple. La technologie évolue. Peu à peu, Motet s'étonne des gadgets nouveaux. Et les oreillettes. Parce que ça, c'est une modernité que je n'ai jamais connue. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on avait des directives des directeurs sportifs,
mais il n'y a personne qui nous soufflait la tactique au coin de l'oreille. Mais d'un autre côté, ça, les attaquants, le cycliste perd de son naturel, on va dire, de l'instinct du coureur. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que le directeur sportif dirige beaucoup la course de par les oreillettes. Et c'est vrai que peut-être que ça rend la course un petit peu moins alerte, un petit peu moins intéressante, un petit peu plus aseptisée, neutralisée. Petit de taille, mais grand par la classe. Charlie Mottet n'était en difficulté sur aucun type de parcours. Contre la montre, il battait des records, en particulier au Grand Prix des Nations. Il aimait le public, lui apportait son petit sourire coquin et complice, ou son rire cascadant, venu du fond du cœur. Il s'était fondu si loyalement dans cette grande famille du sport cycliste qu'il eut bien du mal, comme l'on dit, à raccrocher. Bon.